La lumière du matin avait quelque chose de fragile, comme si le village lui-même hésitait entre le sommeil et la cérémonie. Sainte Mary Mead semblait plongée dans ce silence suspendu qui précède le son des cloches de l'église, chaque bruit semblant résonner plus longtemps qu'il ne le devrait. Sur la pelouse, des banderoles flottaient sur les grilles de la paroisse, humides de rosée et dégageant un léger parfum d'amidon et de marguerite. Madame Price Ridley, avec son panier de scones, déclara que c'était une journée parfaite pour se souvenir, même si elle le dit sur un ton qui laissait penser qu'elle pourrait, à tout moment, trouver quelque chose à redire. C'était le jour du mémorial des fleurs, une nouvelle invention de la femme du vicaire, destinée à honorer ceux qui étaient répartis. Chaque foyer avait été invité à apporter une fleur ayant une signification personnelle. Des lys blancs pour la pureté, des roses pour la dévotion, des pois de senteur pour l'adieu. Mademoiselle Marple, debout tranquillement près de son portail, regardait le cortège des paroissiens se diriger vers le cimetière, avec leurs petits hommages, tels des pèlerins portant des secrets. Elle-même avait choisi une branche de lavande, nouée d'un ruban bleu, modeste mais fidèle. Mais sous ce calme régnait une tension particulière, comme un rideau qui bouge avant qu'une porte ne s'ouvre. Avant même que quoi que ce soit ne se passe, il y avait dans l'air un léger changement, comme si quelqu'un avait apporté plus que des fleurs au service. Mademoiselle Hartnell, qui passait en se pressant avec ses hortensias, remarqua « Vous avez entendu, la nouvelle fille de Grange s'est portée volontaire pour arranger la décoration de l'hôtel. Quelle gentillesse et quelle ambition !» Son sourire suggérait qu'elle trouvait les deux improbables. « Celle qui porte des lys ?» demanda mademoiselle Marple sans tourner la tête. « Oui, ma chère, toujours des lys. Des blancs, remarquez, ceux qui font penser aux funérailles. Un goût plutôt morbide pour quelqu'un d'aussi jeune, si vous voulez mon avis. » Ce n'était pas dans la nature de mademoiselle Marple de rejeter de telles remarques. Elle les rangeait simplement, comme des épingles dans un coussin, pointues mais ordonnées. La jeune fille en question apparut quelques instants plus tard, mince, brune, avec la grâce hésitante de quelqu'un qui se sait observer. Elle tenait ses lys près d'elle, comme si elle craignait que le village ne les abîme par sa curiosité. Un silence s'abattit sur la pelouse lorsqu'elle s'approcha des marches de l'église. Les enfants interrompirent leur jeu. Madame Price Ridley ajusta son chapeau pour mieux observer. Même les pigeons semblaient détourner leur attention. « Elle vient de Londres », murmura quelqu'un. « Elle travaille dans le domaine de la guerre, ou peut-être comme infirmière, mais elle n'est pas mariée. » ajouta un autre, les mots flottant comme un drapeau de spéculation. « Elle vit avec madame Bantry à Grange ?» dit madame Hartnell, toujours sûre de ses informations. « Elle prend le thé seule et lit des romans français. Des habitudes plutôt étranges. Le nom de la jeune fille, se souvint mademoiselle Marple, était Lydia Crane. Elle était arrivée 6 mois auparavant et avait depuis inspiré plus de spéculations que n'importe quel nouveau venu depuis le vicaire, qui avait confondu le Women's Institute avec la Temperance Society. Pourtant, Lydia Crane n'avait donné aux villageois aucun élément concret à discuter, seulement des impressions, des silences et le parfum léger des lys partout où elle passait. À l'intérieur de l'église, l'air était lourd, imprégné de l'odeur humide de la pierre et des fleurs. Lydia se déplaçait gracieusement entre les bancs, plaçant ses lys dans de grands vases devant l'autel. Mademoiselle Marple, assise 2 rangées derrière, remarqua la précision de ses gestes, ni pieux ni décoratifs, mais quelque part entre les deux. Lorsque le vicaire commença sa prière pour ceux dont le cœur porte encore le souvenir, le regard de Lydia ne s'attarda pas sur la croix, mais sur le vitrail représentant Sainte Cécile, la martyre, les yeux levés et les mains jointes sur un instrument invisible. C'est pendant le dernier hymne que le léger malaise devint indéniable.
Un vase se renversa près de l'autel et se brisa sur le carrelage. Le bruit, aigu et sec, attira tous les regards vers le chœur. Lydia resta figée, une main sur la gorge, tandis que l'eau se répandait lentement sur les dalles comme quelque chose de vivant. Les lys étaient tombés, leurs pétales écrasés contre le sol. La femme du vicaire se précipita, tout agitée et pleine de convenance. « Oh, ma pauvre chérie !» Choquée, j'ose le dire, par la chaleur, peut-être. Mais mademoiselle Marple, qui avait vu de nombreuses femmes feindre l'évanouissement lorsqu'elles étaient acculées par leur conscience, observa la scène de plus près. Le visage de Lydia n'était pas pâle de faiblesse, il était marqué par la reconnaissance. Ses yeux étaient fixés sur la flaque d'eau sous la balustrade de l'autel, ou plutôt sur ce qui flottait dedans, une petite enveloppe, ivoire et scellée à la cire, à moitié trempée et scintillant faiblement sous la lumière du vitrail. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué, jusqu'à ce que le vicaire se penche pour la ramasser. La cire cramoisie portait l'empreinte d'un sceau, désormais effacée par l'humidité. Il la retourna avec hésitation. « Étrange chose à trouver parmi les fleurs, » murmura-t-il. « Pas de nom? Pas d'adresse? Peut-être l'a-t-elle laissé tomber l'un des fidèles. » La voix de Lydia sortit faiblement du silence. « Ce n'est pas la mienne. Personne ne l'avait accusée de quoi que ce soit, mais son démenti fut trop rapide, trop clair. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Elle ne regardait pas la jeune fille, mais les lys éparpillés sur la pierre, dont la blancheur était déjà teintée de brun sur les bords, comme si une décomposition avait commencé dès qu'ils avaient touché le sol. Après cela, dans le jardin du presbytère, la conversation s'épanouit aussi librement que les dahlias. Des théories prirent racine dans les esprits fertiles. L'enveloppe contenait une lettre qui était destinée au vicaire. Il s'agissait d'un malentendu sentimental. Mademoiselle Marple accepta son thé en silence et ne dit rien. Pourtant, dans son esprit, elle revoyait les lits, l'enveloppe et le regard de quelqu'un qui s'attendait à ce que le passé reste enfoui jusqu'à ce qu'il s'épanouisse tout à fait publiquement, à l'autel de St. Mary Mead. Le thé était à peine refroidi que l'enveloppe était déjà sur toutes les lèvres, comme si elle avait été lue à haute voix à toute la congrégation. En fin d'après-midi, Madame Price Ridley l'avait déjà reliée à une vieille histoire, sans aucun doute, tandis que Mademoiselle Hartnell était convaincue qu'elle contenait des photographies de nature déplaisante. La femme du vicaire, plus prudente, insistait sur le fait qu'il s'agissait simplement d'une erreur administrative. Pourtant, sous toutes ces explications bien ordonnées, palpitait la même excitation tacite à l'idée que quelque chose d'inapproprié avait brièvement transpercé le rideau de dentelle de la respectabilité. Mademoiselle Marple s'attarda un peu plus longtemps que d'habitude dans le jardin du presbytère, non pas pour bavarder, mais pour observer à quelle vitesse la curiosité se transformait en jugement. Lydia Crane était introuvable. Quelqu'un dit qu'elle était rentrée chez elle, par la ruelle arrière, blanche comme ses lits. Madame Bantry, qui s'intéressait à la fragilité humaine presque autant qu'aux roses, soupira en sirotant son thé. C'est dommage, c'est une fille adorable, mais on sent qu'elle est perturbée, le genre de perturbation qui invite à de malheureux malentendus. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. Oui, parfois, l'innocence ressemble beaucoup à la culpabilité lorsqu'elle s'efforce trop de rester calme. À ces mots, Madame Price Ridley lui jeta un regard par-dessus sa tasse, mi-désapprobateur, mi-fasciné, et changea de sujet pour parler du sermon du vicaire. Mais mademoiselle Marple n'écoutait pas. Elle imaginait à nouveau l'enveloppe, la façon dont l'eau avait estompé le seau sans l'effacer. La cire portait un symbole, pas une lettre, quelque chose de circulaire, peut-être, comme un anneau. Elle partit peu après, rentrant chez elle à pied par le chemin bordé de haies. L'air sentait l'herbe coupée et la pluie sur la terre. Au loin,
Elle pouvait entendre le faible tintement de la cloche de l'église qui était testée pour le service du soir. Le son tremblait dans le silence, comme une question sans réponse. Près de la porte de la grange, elle s'arrêta, car Lydia Crane se tenait là, à moitié cachée par les buissons de lilas. La jeune fille sursauta lorsqu'elle vit mademoiselle Marple, puis lui adressa un petit sourire nerveux. « Oh, mademoiselle Marple, vous m'avez fait peur. Je pensais que tout le monde était rentré chez soi. »« Pas tout le monde, » répondit gentiment mademoiselle Marple. « C'était un service émouvant. Vous avez magnifiquement arrangé les fleurs. »« Merci. » Les doigts de Lydia se crispèrent sur le loquet du portail. « J'ai peur d'avoir fait une scène un peu étrange. Je ne voulais pas. Le vase a glissé. »« Oui, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce, « les accidents arrivent souvent quand on a l'esprit ailleurs. » Lydia eut un petit rire incertain. « On dirait que vous pensez que j'étais bouleversée. » Mademoiselle Marple la regarda avec une franchise sereine. « L'étiez-vous » Pendant un instant, Lydia sembla sur le point de dire quelque chose. Puis elle détourna légèrement le visage, son profil se découpant sur le lilas. « Je suppose que les lys m'ont rappelé quelqu'un que j'ai connu autrefois. C'est tout ?» Mademoiselle Marple acquiesça, satisfaite de la réponse superficielle, même si elle sentait qu'il y avait plus profondément. Les souvenirs ont tendance à nous rendre visite à des moments inopportuns. « Eh bien, j'espère que vous vous reposerez ce soir. Vous aviez l'air très pâle à l'église. » Lydia la remercia, mais son regard se porta vers la maison, où une silhouette était apparue à la fenêtre du salon. Madame Bantry, qui observait la scène avec une inquiétude qui semblait sincère, mais teintée d'autre chose. De la curiosité peut-être, ou de sa propre culpabilité. Lorsque mademoiselle Marple arriva à sa porte, elle s'arrêta pour regarder en arrière. Lydia était rentrée. Les rideaux de la fenêtre du grange flottèrent brièvement avant d'être tirés. Cette nuit-là, le village semblait inhabituellement éveillé. Les lampes restèrent allumées plus tard que d'habitude. Des silhouettes bougeaient derrière les rideaux, et quelque part, un chien aboya jusqu'à ce qu'il soit brusquement réduit au silence. À 9h30, le vicaire lui-même se rendit au cottage de mademoiselle Marple. Il avait l'air embarrassé. Sa soutane sentait encore légèrement le vernis à bois humide. « Ma chère mademoiselle Marple, j'hésite à vous déranger, mais l'affaire de cette enveloppe s'avère un peu délicate. Elle semble avoir été adressée, mais pas à quelqu'un de la paroisse. Le nom est effacé, mais lisible sous les traces d'humidité. Monsieur Jonathan Hargreaves. » Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot. Il s'agit sûrement du défunt libraire de Marchbolt, décédé il y a des années. Oui, tout à fait. Son nom a été barré au crayon, et un autre a été ajouté en dessous, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. J'ai pensé que madame Bantry connaîtrait peut-être le lien, mais elle semblait inhabituellement évasive. « Évasive », répéta doucement mademoiselle Marple, comme si elle testait la maturité du mot. « Eh bien, elle a peut-être des raisons de vouloir protéger ses invités. » Le vicaire soupira. « Je suppose que oui. Mais je n'aime pas les mystères dans une paroisse. Ils engendrent la suspicion plus vite que la moisissure sur un livre de cantiques. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. En effet, et pourtant parfois, la suspicion est le seul désinfectant dont nous disposons. Une fois qu'il fut parti, elle resta longtemps assise près de la fenêtre, regardant la lumière de la lampe trembler à travers la verdure. Les lys dans son vase, de simples fleurs de jardin, et non pas celles de serre que Lydia avait apportées, semblaient presque trop blancs dans la pénombre. Elle tendit la main et en toucha un. Ses pétales étaient frais et lisses, mais à la base, il y avait déjà un léger jaunissement, une meurtrissure invisible à la plupart des yeux. Elle repensa au visage de Lydia lorsque l'enveloppe était apparue, et au soulagement étrange qui avait vacillé sous le choc, comme si quelque chose qu'elle redoutait était finalement arrivé de manière irrévocable. De l'autre côté de la ruelle, un rideau bougea à la grange.
Une ombre passa devant la fenêtre, s'arrêtant comme pour écouter le vent. Puis, juste avant que la lumière ne s'éteigne, mademoiselle Marple crut voir une fleur blanche, un lys peut-être, pressé contre la vitre, austère et solitaire. La faible lumière de la fenêtre de la grange venait à peine de disparaître lorsque mademoiselle Marple décida d'aller chercher son châle. La soirée était devenue humide, avec une fraîcheur qui semblait provenir des haies plutôt que du ciel. Elle se dit qu'elle voulait seulement tirer les rideaux, mais son regard s'attarda une fois de plus sur le domaine des Bantry. L'obscurité y semblait plus dense que d'habitude, comme si la maison avait décidé de retenir son souffle. Un faible bruit traversa la pelouse. Ce n'était ni le vent, ni le hibou du bosquet du presbytère, mais quelque chose de plus délibéré. Le claquement sourd d'une porte lointaine, puis des pas rapides et étouffés sur le gravier. Mademoiselle Marple entr'ouvrit sa fenêtre. L'air apportait avec lui une légère odeur âcre, de fumée ou de parfum, ou les deux. Elle ne voyait rien, mais avait la nette impression que quelqu'un se déplaçait précipitamment dans l'allée vers l'église. À St. Mary Mead, de telles petites irrégularités ne passaient pas inaperçues longtemps. Le lendemain matin, Madame Price Ridley avait déjà dit à la postière que les lumières étaient restées allumées à la grange jusqu'après 23 heures, tandis que M. Harper, de la laiterie, avait rapporté avoir vu une silhouette grise se diriger vers le cimetière à une heure indue. Au moment du petit déjeuner, la moitié de la paroisse avait relié ces observations pour en faire un récit de déclin moral. Mademoiselle Marple, qui ne se précipitait jamais dans ses conclusions, posa soigneusement sa théière sur le plateau et attendit sa première visiteuse. C'était Madame Bantry elle-même, comme prévu, enveloppée dans une étole de fourrure malgré la douceur de l'heure, les yeux brillants d'énergie défensive. « Ma chère Jane, vous avez entendu, je suppose ? Il raconte les choses les plus ridicules. À propos de Lydia, à propos de moi, je ne peux tout simplement pas l'accepter. » Mademoiselle Marple désigna une chaise et versa le thé. « Les rumeurs sont comme des orties, Dolly. Elles prospèrent quand on les ignore, mais elles piquent quand on les attrape. Asseyez-vous avant de vous brûler. » Madame Bantry eut un rire crispé. « Vous avez toujours été méchante de la manière la plus charmante qui soit. Eh bien, c'est à propos de cette maudite enveloppe, bien sûr. Le vicaire est venu hier soir pour me demander si je connaissais M. Hargreaves. Je lui ai répondu que non, bien sûr que non. Mais Lydia, elle a semblé très bouleversée quand il a mentionné ce nom. Vraiment ? Oui. Elle a fait semblant de ne pas entendre, puis elle est montée directement dans sa chambre. 1 heure plus tard, je l'ai trouvée en train de faire une petite valise. Elle m'a dit qu'elle voulait rendre visite à une tante à Bath. Je lui ai répondu que c'était absurde, qu'il était beaucoup trop tard et qu'elle devait attendre le lendemain matin. Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, elle était partie. Pas de mots, pas de valise, seulement ses lys fanés sur la table. Mademoiselle Marple remua son thé 1 fois, 2 fois, comme si elle cherchait à deviner quelque chose dans ses remous. Comme c'est étrange qu'elle ait disparu juste au moment où les gens commençaient à parler d'elle. On pourrait presque penser qu'elle craignait d'être reconnue. Madame Bantry fronça les sourcils. Reconnaître ? Par qui ? Oh, on ne sait jamais. Le passé, ma chère Dolly, a une façon délicate de se réintroduire, comme un invité indésirable à un goûter. Madame Bantry soupira. Je voulais seulement l'aider. C'était une créature si solitaire, calme, polie, même si parfois j'avais l'impression qu'elle écoutait des choses qui n'avaient pas été dites à voix haute. Je pensais néanmoins que de la compagnie lui ferait du bien. Et cela a-t-il été le cas ? Je ne sais pas. Sa voix s'adoucit. Elle me rappelait ces lys qu'elle portait magnifiquement, mais plutôt condamnés. On a l'impression qu'ils ont été coupés trop tôt. Lorsque Madame Bantry partit, Mademoiselle Marple resta assise un moment, plongée dans ses pensées. Puis elle mit son chapeau et son châle
et sortit dans la matinée. L'air avait cette luminosité trompeuse propre aux jours tristes, comme si le monde insistait pour être joyeux, alors que l'esprit était le moins enclin à l'accepter. Au cimetière, le vicaire était déjà là, en conversation avec l'agent Davis près de la balustrade de l'hôtel. L'enveloppe avait été remise aux autorités, semblait-il, mais personne n'avait encore osé l'ouvrir. « Bonjour, mademoiselle Marple », dit l'agent, visiblement agité. « Nous avons fouillé les lieux, rien n'a été déplacé, à part les compositions florales. C'est étrange que les lys soient à nouveau frais. Quelqu'un a dû les remplacer pendant la nuit. » Les yeux de mademoiselle Marple suivirent son geste. Les grands vases qui flanquèrent le chœur brillaient désormais de fleurs blanches parfaites, identiques à celles de Lydia, mais sans trace de flétrissure ni de poussière. Leurs tiges étaient liées par un ruban étroit, d'un or pâle. « Peut-être que la femme du vicaire les a arrangées, » murmura le vicaire, incertain, bien qu'elle jure ne pas l'avoir fait. Mademoiselle Marple se pencha pour examiner les pétales. Une légère tache brune marquait le bord de l'une d'elles, non pas de la saleté, mais quelque chose de plus sombre, d'huileux. Elle la toucha légèrement avec son gant et se redressa. « Étrange, » dit-elle doucement. « Elles semblent avoir été manipulées avec moins de révérence qu'on ne pourrait s'y attendre. » Le policier cligna des yeux. « Vous pensez que quelqu'un les a apportées ici après le départ de la jeune fille? »« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que quelqu'un veut nous faire croire que rien n'a changé. Ce qui est une forme plutôt dangereuse de propreté. » Dehors, quelques villageois s'étaient rassemblés, attirés par une curiosité déguisée en piété. Madame Price Ridley, bien sûr, menait le groupe qui murmurait. « Croyez-moi, » disait-elle à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, « cette fille s'est enfuie avec un homme, un londonien. Je n'ai jamais fait confiance aux femmes discrètes. » Mademoiselle Marple passa parmi eux avec sa courtoisie habituelle, sans confirmer ni infirmer. Elle surprit des bribes d'autres théories, selon lesquelles Lydia était illégitime, qu'elle avait volé Madame Bantry, qu'elle avait été rejetée par le neveu du vicaire. Chacune était énoncée avec autant d'assurance que si elle était accompagnée de preuves documentaires. Lorsqu'elle rentra chez elle, le soleil se couchait déjà derrière les arbres du presbytère. Elle resta un moment dans son salon, contemplant les lys sur sa cheminée. Ils commençaient à se faner. Leur parfum était lourd, presque oppressant. Elle songea à les retirer, mais ne le fit pas. Au lieu de cela, elle regarda un pétale se détacher et tomber sans bruit sur la table, blanc se fondant dans l'ombre. On frappa à sa porte, d'un coup hésitant et délibéré. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva à nouveau l'agent Davis, l'air gêné. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, mais nous venons de recevoir des nouvelles de Marchbolt. Un corps a été trouvé près de l'ancien chemin du canal par une femme vêtue de gris. Aucune identification pour l'instant, mais... » Il hésita. « Mais vous pensez que c'est peut-être mademoiselle Crane ?» termina mademoiselle Marple à sa place. Il acquiesça. Son regard se posa sur le pétale tombé sur la table, puis sur la lumière déclinante à l'extérieur. « Eh bien, » dit-elle doucement, « il semble que les lys aient finalement trouvé leur place. » Mademoiselle Marple prit son manteau sur le crochet et suivit le constable Davis dans l'allée sans dire un mot. La lumière du soir s'était estompée pour laisser place à cette heure grise où les choses perdent leur contour et où la vérité semble aussi incertaine que la distance. Quelques villageois les regardèrent passer, le visage empreint de cette curiosité solennelle réservée aux tragédies qui se produisent assez près pour faire l'objet de commérages, mais assez loin pour se sentir en sécurité. Le chemin menant à l'ancien canal longeait des haies chargées de baies tardives. Quelque part devant eux, une alouette poussa un cri, puis se tut. Mademoiselle Marple marchait lentement, le regard patient et alerte, semblant absorber plus qu'il ne cherchait. Le policier, moins habitué à son calme,
le prix pour de la fatigue. « Je vais vous raccompagner jusqu'à la tente du policier, madame, » dit-il gentiment. « Vous n'êtes pas obligée de voir la scène, à moins que vous ne le souhaitiez. » Elle acquiesça légèrement. « Merci, Davis. Mais je pense qu'il vaut mieux voir, tant que les impressions sont encore fraîches. Les gens ont tendance à ranger derrière eux une fois le choc passé. » Le policier, perplexe, la conduisit sur place. Ils trouvèrent le corps au détour du chemin de halage, à moitié caché par les joncs et les roseaux. Le manteau gris de la femme était noirci par l'eau et la boue. Ses cheveux étaient défaits et alourdis par la vase. Ses mains, étrangement croisées sur sa poitrine, serraient encore les tiges de lys écrasées. Le parfum flottait faiblement, de manière incongrue, dans l'air stagnant. Mademoiselle Marple resta immobile. « Pauvre enfant », murmura-t-elle, non pas comme une affirmation, mais comme une prière. Puis, avec la tendresse détachée de quelqu'un habitué au chagrin, elle s'accroupit à côté du policier. « A-t-on trouvé le corps dans cette position ?»« Oui, madame. Un pêcheur l'a découverte à l'aube. Nous n'avons trouvé aucun signe de lutte. Le médecin dit qu'elle s'est noyée, bien que ce soit étrange, car l'eau est peu profonde à cet endroit. » Le regard de mademoiselle Marple se porta vers la rive, où la boue portait de légères empreintes de pas, plusieurs séries, certaines légères, d'autres plus lourdes. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Les gens marchent rarement seuls au bord de l'eau la nuit, à moins qu'ils ne recherchent la solitude ou un rendez-vous. » Davis semblait mal à l'aise. « Vous pensez que quelqu'un l'a rencontré ici ? » « Je pense que quelqu'un l'attendait, » dit-elle. Quant à savoir si elle l'attendait, c'est une autre question. Elle tourna son regard vers les roseaux, où quelque chose de petit brillait. Le policier le ramassa et le lui tendit. C'était un médaillon en argent dont la chaîne était cassée. À l'intérieur, sous une fine couche d'eau, se trouvait la photo d'un homme d'âge mûr, distingué, au sourire discret. L'inscription au dos était presque effacée, mais les dernières lettres étaient peu lisibles. « Hargreaves » Davis siffla entre ses dents. Le même nom que sur la lettre. Il doit y avoir un lien. « Sans doute, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux mais neutre. Bien que lien et cause ne soient pas tout à fait la même chose, c'est tout de même une curieuse coïncidence. Ils retournèrent au village en silence. Les lampes étaient déjà allumées dans quelques cottages, petits carrés chaleureux et sûrs contre la nuit tombante. Près du parc, Madame Price Ridley et Mademoiselle Hartnell se tenaient côte à côte, les têtes rapprochées, leur conversation claquant comme des aiguilles à tricoter. À la vue de Mademoiselle Marple et du policier, elles se turent brusquement, comme si la culpabilité elle-même ne nécessitait aucune confession. « C'est triste, » dit Madame Price Ridley, avec un peu trop d'empressement. « Je suppose que c'est confirmé alors. » La pauvre fille de grange ? Davis acquiesça brièvement, sans vouloir donner plus de détails. « C'est tragique, » murmura mademoiselle Hartnell, bien que ses yeux brillaient. « Bien sûr, j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle. Des mains aussi pâles ne sont pas du tout des mains de travailleuse. » Mademoiselle Marple inclina poliment la tête et continua. À l'intérieur de son cottage, elle alluma la lampe et plaça un seul lys dans un verre près de la fenêtre. Il faisait partie des tiges que Lydia lui avait données la veille du service, un petit cadeau presque apologétique. À présent, son parfum semblait irrésistible, comme si le souvenir lui-même s'était matérialisé. Elle se prépara une tasse de thé, mais elle y toucha à peine. Au lieu de cela, elle déplia un petit bout de papier que Davis lui avait donné, le mot trouvé dans la poche de Lydia. Il était humide, déchiré et à peine lisible, mais on pouvait encore distinguer les mots au bord du canal, après la tombée de la nuit. « Tu me dois la vérité et la paix. » L'écriture était élégante, mais énergique, du genre de celle utilisée par ceux qui ont l'habitude de signer des décisions qui affectent les autres.
Mademoiselle Marple posa la note à côté du médaillon et les regarda tous les deux comme s'ils étaient les deux extrémités d'une même pensée. À 8h30, le vicaire appela. Son visage était tendu, sa voix soigneusement posée. « Ils disent que c'était un suicide, » dit-il en s'asseyant sans attendre qu'on l'invite. « Une affaire terrible. L'inspecteur semble satisfait de la lettre, de la réunion, d'Hélice. Tout s'emboîte, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Tout s'emboîte parfaitement. Mais la perfection est rarement naturelle, ne pensez-vous pas ?» Il fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, dit-elle, que le désespoir est rarement ponctuel, et cette pauvre fille m'a donné l'impression d'avoir répété son sang-froid. Les gens qui répètent improvisent rarement la mort. » Le vicaire expira, troublé. Il y a bien sûr des rumeurs au sujet de M. Hargreaves. Certains disent qu'il était son père, d'autres prétendent quelque chose de moins convenable. Mademoiselle Marple ne leva pas les yeux. La vérité est rarement ordonnée non plus. Mais si nous voulons la découvrir, nous devons réfléchir à ce que Mademoiselle Crane redoutait le plus, être exposée ou être rappelée. Ces deux notions semblent similaires, mais elles renvoient à des états d'âme très différents. Dehors, le cloche de l'église sonna une fois, lointain et creux, comme pour confirmer sa pensée. Le vicaire se leva pour partir, visiblement bouleversé. Une fois la porte fermée, Mademoiselle Marple se dirigea vers la fenêtre. De l'autre côté de la pelouse, le grange était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lumière dans une fenêtre à l'étage. Elle pouvait voir la silhouette de Madame Bantry, qui faisait lentement les 100 pas. La femme s'arrêta, se pencha comme pour ajuster quelque chose sur la table, et pendant un instant, la lumière de la lampe se refléta sur du verre, peut-être un vase rempli de lys. Mademoiselle Marple plissa les yeux. Les fleurs brillaient faiblement, trop nombreuses pour une seule maison et remplacées bien trop tôt pour un deuil. Elle avait le sentiment que quelqu'un, quelque part, arrangeait la scène avec autant de soin que Lydia avait arrangé son hôtel, mais cette fois, le spectacle n'était pas destiné à Dieu, mais au jugement. La faible lueur provenant de la fenêtre supérieure de la grange brillait comme une lanterne au-dessus de la pelouse, stable et immobile. Mademoiselle Marple l'observa encore quelques minutes, puis se détourna, ses pensées s'alignant tranquillement, comme des fils tirés à travers un tissu. Le lendemain matin, elle s'habilla plus tôt que d'habitude, son objectif tacite mais ferme. St. Mary Mead, ce village si autonome, s'était déjà adapté à la tragédie. La mort, comme le temps, ne faisait que fournir de nouveaux sujets de conversation. À la poste, Madame Price Ridley exerçait comme à son habitude son autorité, entourée de 3 autres piliers de la paroisse qui faisaient semblant d'acheter des timbres. Mademoiselle Marple, qui entra d'un pas léger avec son panier plié, fut immédiatement l'objet de leur silence anticipé. « Ma chère Jane », commença Madame Price Ridley, avec l'air de confier une nouvelle plutôt que de la demander, « vous allez être choquée, bien sûr. On dit que tout est réglé. Suicide. La pauvre fille ne supportait plus ses secrets. Ce genre de choses arrive, surtout chez les personnes émotives. » Mademoiselle Marple sourit doucement. Les émotions, lorsqu'elles sont suffisamment ordonnées pour expliquer la mort, sont souvent mal classées, je trouve. Mais quel secret pensez-vous qu'elle portait ? Madame Price Ridley se redressa. Je ne fais aucune supposition, seulement que la fille avait des manières londoniennes. Et des lys, toujours des lys. Un peu ostentatoire pour une décoration d'église, ne trouvez-vous pas ? Peut-être, dit Mademoiselle Marple, bien que les lys soient d'un astre depuis longtemps associé à la pureté. Il est assez touchant de voir comment les symboles peuvent être confondus avec leur contraire. Cette remarque, bien que douce, déstabilisa le groupe. Madame
Price Ridley, ne sachant pas si elle avait été contredite ou approuvée, se tourna vers le terrain plus sûr du courrier. Mademoiselle Marple acheta un paquet de coupons de thé dont elle n'avait pas besoin et poursuivit son chemin. Dehors, elle rencontra le colonel Melchett qui venait de la gare. Il souleva son chapeau, l'air mal à l'aise. « Ah, mademoiselle Marple, affaire horrible. L'inspecteur m'a demandé de l'aider officieusement, bien sûr. Il semble que la jeune fille n'était pas tout à fait sans amis dans certains milieux. »« Des amis ?» Il hésita, baissant la voix. Une lettre a été trouvée à l'auberge, adressée à elle, avec un cachet de Londres. L'écriture correspond à celle de la note que vous avez vue. L'auteur affirme qu'il vient pour mettre fin au silence. Il a seulement signé J.H. L'inspecteur Cray pense que cela a un rapport avec l'affaire du médaillon. Il pourrait s'agir du même Hargreaves ou de quelqu'un d'autre. Mademoiselle Marple acquiesça d'un petit signe de tête. Et l'enveloppe? Ah, oui. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'a jamais été livrée. Je suis arrivé trop tard. Le propriétaire dit que la jeune fille est partie depuis 2 jours. Mauvais timing, n'est-ce pas? Le timing, dit doucement mademoiselle Marple, est souvent la seule différence entre la tragédie et la farce. Le colonel fronça les sourcils, ne sachant pas s'il devait être d'accord. Pourtant, Cray est convaincu qu'il s'agit d'une affaire familiale. Un gentleman, un malentendu, peut-être une question d'argent. Vous savez comment ça se passe? L'inspecteur est parti interroger madame Bantry ce matin. Cela décida de la prochaine étape de mademoiselle Marple. Elle traversa la pelouse, alors que les nuages commençaient à s'amonceler, leurs ombres assombrissant les banderoles encore présentes depuis la commémoration florale. Le Grange se profilait devant elle, ses fenêtres reflétant la lumière incertaine. Madame Bantry l'accueillit avec une raideur inhabituelle. Ses mains tripotaient nerveusement un mouchoir, ses yeux se tournant vers la porte d'entrée où des voix murmuraient, parmi lesquelles celle de l'inspecteur Cray. « Oh, Jane, je suis à bout !» murmura-t-elle. « Ils sont là depuis 1 heure, posant les questions les plus effrayantes. À propos des lettres, des visiteurs, des domestiques. Ils pensent que Lydia a peut-être été victime de chantage. » Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. « Vraiment? Et qu'en pense l'inspecteur lui-même ?» Avant que madame Bantry n'ait pu répondre, la porte s'ouvrit et Cray apparut. C'était un homme corpulent, à la carrure imposante, mais les rides autour de ses yeux trahissaient sa fatigue. « Ah, mademoiselle Marple, » dit-il en essayant de sourire. « Toujours là quand on a besoin de bon sens. Peut-être pourriez-vous persuader votre amie de se rappeler si la défunte a reçu des visites la semaine dernière. » Madame Bantry rougit. « J'ai déjà dit que ce n'étaient que les personnes habituelles. La femme du vicaire, les sœurs Hartnell, le jeune docteur Léonard pour sa toux. »« Le docteur Léonard !» interrompit mademoiselle Marple, doucement. « Un jeune homme si gentil. Je me souviens qu'il a servi à l'étranger, n'est-ce pas? En Italie, n'est-ce pas? » ?»« Oui, » dit madame Bantry. Et Lydia semblait mal à l'aise quand il venait. Je pensais que c'était de la timidité. Peut-être avais-je tort. Le crayon de craie s'arrêta au-dessus de son carnet. Mal à l'aise, dites-vous? A-t-elle déjà dit qu'elle le connaissait auparavant? Non. Mais elle évitait son regard. Il disait qu'elle lui rappelait quelqu'un, une patiente peut-être. Il était très frappé par la ressemblance. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la petite table près de la cheminée. Un nouveau vase y était posé, rempli, une fois de plus, de lys blancs immaculés. Leur parfum emplissait l'air, riche et écœurant. « Comme c'est beau !» murmura-t-elle. « Et comme ils ont été vite remplacés. » Madame Bantry eut l'air surprise. « Le jardinier les a apportés ce matin. Je ne supportais pas de voir la maison sans fleurs. Cela me semblait irrespectueux. »« Tout à fait, » dit mademoiselle Marple, bien que son ton fût indéchiffrable. Elle s'approcha et toucha une tige avec sa main gantée. « Curieusement, ces fleurs ne proviennent pas de votre jardin.
Ce sont des lys de fleuristes, importés, je pense. L'inspecteur fronça les sourcils. Vous pouvez le dire? Seulement qu'ils sentent légèrement la paraffine, qui est utilisée pour les conserver pendant le transport. Quelqu'un s'est donné du mal pour les obtenir. Le chagrin est rarement aussi industrieux. Cray fronça les sourcils. Vous pensez que quelqu'un les a envoyés? Je pense que quelqu'un souhaite restaurer une apparence d'innocence, tout comme on pourrait remettre en place un vase qui s'est renversé. Le silence qui suivit était tendu comme une corde. Les yeux de Madame Bantry passèrent rapidement de l'inspecteur à Mademoiselle Marple, puis revinrent sur lui. « Vous ne suggérez tout de même pas. »« Rien du tout, ma chère, » dit Mademoiselle Marple en pliant ses gants. « C'est seulement lorsque les fleurs s'épanouissent trop parfaitement, après un gel, que l'on peut se demander qui les a entretenues. » Cray toussa, ne sachant pas s'il devait poursuivre la conversation. Puis son assistant entra discrètement et lui tendit un mot. Il le lut, fronça les sourcils et se tourna vers Madame Bantry. « Madame, encore une question? Mademoiselle Crane a-t-elle déjà utilisé le téléphone de votre maison? » Madame Bantry cligna des yeux. « Oui, souvent, le soir. Elle disait qu'elle commandait des livres. »« Pourquoi ?» L'inspecteur plia la note. Parce que le central téléphonique a signalé un appel passé depuis cette maison hier soir à 9h30, après son départ. Le numéro composé était un numéro londonien. Le nom de l'abonné, Mademoiselle Marple, pourrait vous intéresser. Il leva les yeux, baissant la voix. Jonathan Hargreaves. Les mots de l'inspecteur semblèrent se propager dans la pièce comme une soudaine sécheresse. Même les lys, brillant sous la lumière de la lampe, semblaient trembler légèrement, leur parfum intense alourdissant le silence. Madame Bantry porta la main à sa gorge. « Jonathan Hargreaves. Mais c'est impossible. Il est mort, sans aucun doute, mort depuis 15 ans. » L'expression de Cray resta impassible. « Tout à fait, madame. Ce qui rend cet appel d'autant plus curieux. La standardiste jure que le numéro appartient à un certain Monsieur Jonathan Hargreaves, libraire, Marshbolt, ou plutôt lui appartenait. La ligne est restée active, sous le nom de son neveu. Qu'il s'agisse d'un faux numéro ou non, quelqu'un ici a passé cet appel. » Mademoiselle Marple, qui examinait une petite tache de pollen sur la cheminée, parla doucement. Parfois, les gens gardent le nom des morts en vie pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le souvenir. Cray se tourna vers elle. « Que voulez-vous dire, madame? » « Simplement que l'identité est un vêtement utile, inspecteur. Elle peut être modifiée ou empruntée, mais elle n'est jamais entièrement nouvelle. » Il fronça les sourcils à cette remarque, puis rassembla son carnet. « Eh bien, nous allons régler cela. Merci, Madame Bantry. Et si vous vous souvenez d'autres détails concernant les connaissances de la jeune femme, je vous tiendrai au courant. » L'interrompit-elle rapidement. Une fois la porte refermée derrière lui, le silence reprit, plus oppressant qu'auparavant. Dehors, la pluie avait commencé à taper doucement et régulièrement contre les fenêtres. Mademoiselle Marple resta près de la cheminée, regardant les lys. L'odeur de paraffine était devenue plus forte, plus âcre, jusqu'à sembler couvrir même l'odeur de la pluie. « Dolly, » dit-elle doucement, « pourquoi ne lui avez-vous pas parlé de la lettre ?» Madame Bantry se figea. « Quelle lettre ?»« Celle que vous avez brûlée, » répondit Mademoiselle Marple en se tournant vers son amie pour la regarder dans les yeux. « Vous êtes une femme trop honnête pour mentir avec aisance. J'ai senti l'odeur des cendres quand je suis arrivée. Le papier parfumé ne disparaît pas, sans laisser de traces. » Pendant un instant, Madame Bantry perdit son sang-froid. « Oh Jane, je voulais seulement la protéger. Lydia m'a supplié, le dernier soir, de ne pas l'ouvrir. Elle a dit que cela concernait quelque chose qui était déjà terminé, quelque chose qu'il valait mieux laisser tranquille. A-t-elle mentionné qu'il avait envoyé ?» Madame Bantry hésita, puis secoua la tête. Seulement que cela venait de quelqu'un en qui elle avait autrefois trop confiance.
Elle a dit que la vérité détruirait plus de vies qu'elle n'en réparerait. Mademoiselle Marple soupira doucement. Une idée fausse, très répandue, ma chère. La vérité ne détruit pas, elle ne fait que réorganiser. Madame Bantry s'enfonça dans le fauteuil le plus proche de la cheminée. Vous pensez qu'elle a été tuée, n'est-ce pas? Tout le monde semble se contenter de parler de désespoir. Je pense que le désespoir laisse le chaos dans son sillage, dit mademoiselle Marple doucement. Et tout ce qui concerne la mort de Lydia semble avoir été arrangé. Les fleurs, la lettre, l'endroit, tout est trop délibéré. Quelqu'un a voulu nous faire croire qu'elle cherchait la paix, mais a fait tout son possible pour mettre en scène sa souffrance. La pluie s'intensifia, tambourinant doucement sur le toit de la véranda. Madame Bantry fixait le feu, la voix basse. « Pensez-vous que cet homme, le neveu, soit encore en vie? Aurait-il pu venir ici ?» Mademoiselle Marple réfléchit. S'il l'avait fait, il ne se serait certainement pas annoncé, mais peut-être n'en avait-il pas besoin. Les noms, comme nous l'avons dit, peuvent être empruntés. Un coup à la porte d'entrée rompit le silence. C'était à nouveau l'agent Davis, qui semblait trempé et inquiet. « Je vous demande pardon, Madame Bantry, Mademoiselle Marple. L'inspecteur m'a demandé de vous remettre ce message de Marchbolt. » Il tendit un télégramme froissé et taché par la pluie. Les doigts tremblants de Madame Bantry le passèrent à Mademoiselle Marple, qui le déplia avec précaution. Le message disait « Lettre adressée à Miss Lydia Crane, trouvée dans le registre du domaine Hargreaves, daté du mois dernier. Contenu scellé. Stop. Transmise à votre police. Stop. » Les yeux de Mademoiselle Marple parcoururent à nouveau les mots, plus lentement cette fois. « Une lettre d'un mort à un mort, » murmura-t-elle. « Quelle étrange correspondance nous avons là. » Davis s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose, madame. L'inspecteur est parti à la gare. Le colis doit arriver ce soir. Il vous demande de rester tous les deux aux granges jusqu'à son arrivée, juste au cas où. » Quand il fut parti, Madame Bantry tira les rideaux d'un geste rapide et nerveux. « Je n'aime pas ça, Jane. C'est comme si quelque chose se rapprochait d'heure en heure. C'est peut-être simplement la vérité qui se rapproche, » dit Miss Marple. « Elle marche souvent avec des chaussures empruntées, et nous l'entendons avant de la voir. » Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Le feu crépitait et s'apaisait, et la pluie sur la vitre prenait un rythme presque semblable à celui de la respiration. Puis Madame Bantry se leva brusquement. « Vous resterez ici ce soir. »« J'insiste. Une chambre d'amis est prête, l'ancienne chambre de Lydia. Il ne me semble pas correct de la laisser vide. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Si vous le souhaitez, mais je préfère peut-être rester encore un peu près du feu. Vieilles habitudes, on écoute mieux dans le silence. » Madame Bantry hésita, puis acquiesça et se retira à l'étage. Lorsque l'horloge sonna 10 heures, Mademoiselle Marple était toujours assise à la lumière de la lampe, son tricot inactif sur les genoux. Un léger grincement vint troubler le silence, provenant d'une porte à l'arrière de la maison qui s'ouvrait prudemment. Elle se leva, une bougie à la main, et se dirigea vers le couloir. L'odeur des lys s'intensifia à mesure qu'elle s'approchait du salon. Une ombre bougeait contre la fenêtre. Puis, juste au moment où elle atteignait le seuil, une voix grave et masculine s'éleva dans l'obscurité. « Mademoiselle Crane » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple ne répondit pas. La flamme de la bougie trembla, éclairant le visage de l'inconnu, un jeune homme pâle et trempé par la pluie, dont l'expression n'était pas effrayée, mais interrogative. Il la vit et recula brusquement. « Bon Dieu, qui êtes-vous » Son ton était calme, presque aimable. « Un voisin. Et peut-être, monsieur, la mauvaise personne à surprendre dans la maison d'une autre femme. » L'homme déglutit, les yeux rivés sur les lys qui brillaient dans leur vase. « Alors elle est partie, dit-il d'une voix rauque.
J'étais encore en retard. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, même si son esprit était déjà en ébullition. « Oui, dit-elle, trop tard, peut-être. Mais la question, je pense, est pourquoi ?» La question sembla le surprendre davantage que la lueur de la bougie. Sa main se crispa sur le bord de son chapeau, de l'eau s'égouttant sur le tapis. « Pourquoi ?» répéta-t-il d'une voix basse et tendue. « Pour la vérité, je suis venu parce qu'elle m'a écrit qu'elle me dirait enfin tout. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête, la flamme de la bougie stable entre eux. « C'est très attentionné de votre part d'avoir voyagé par un tel temps pour une vieille promesse. Mais vous trouverez mademoiselle Crane hors d'atteinte pour une confession maintenant. » Il retint son souffle. « Vous voulez dire qu'elle est partie ?»« Oui, dit-elle doucement. »« Dans quel but ? L'inspecteur n'a pas encore décidé. »« Asseyez-vous, me... » Il hésita. « Hargreaves. Jonathan Hargreaves. Vous avez entendu ce nom, j'imagine ?»« Oh, en effet, dit mademoiselle Marple. Il résonne dans la paroisse de manière très gênante, un peu comme un hymne chanté dans la mauvaise tonalité. » Elle lui indiqua une chaise, et il obéit, son manteau mouillé, froissant maladroitement le tissu raffiné du fauteuil. Les traits du jeune homme étaient frappants, pas vraiment beaux, mais vifs, avec l'épuisement d'un secret longtemps gardé inscrit dans chaque ligne. « Je pensais qu'elle me pardonnerait, » dit-il finalement. « C'est pour cela que je suis venu. Je n'ai appris qu'hier ce qu'elle avait l'intention de faire. Sa lettre m'est parvenue trop tard. » Mademoiselle Marple posa la bougie sur la table à côté des lys. Leur parfum s'éleva entre eux, légèrement écœurant. Et que comptait-elle faire exactement? Il passa une main dans ses cheveux. Elle voulait détruire la dernière trace de notre relation, un paquet de lettres que je lui avais écrites il y a des années. Des bêtises. J'étais marié à l'époque. Cela avait commencé à Londres, avant la guerre. Je me disais que c'était sans danger. Elle pensait le contraire. Mademoiselle Marple l'observait, le regard impénétrable. Les gens confondent souvent secret et sécurité. Vous avez peut-être écrit par affection, mais l'affection est le déguisement le plus facile qui soit. Il leva brusquement les yeux. Vous pensez que je voulais lui faire du mal. Je pense, dit mademoiselle Marple, que le mal est rarement délibéré à ses débuts. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la voix tremblante. J'ai essayé d'y mettre fin correctement. Je lui ai donné de l'argent et je lui ai trouvé du travail par l'intermédiaire d'une connaissance. Elle a disparu après cela. Je pensais que c'était fini. Puis, il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre, écrite de sa main, qui disait sans équivoque qu'elle était en danger, que quelque chose qui m'appartenait était tombé entre de mauvaises mains. Elle m'a supplié de venir ici, de la retrouver au bord du canal. Les yeux de mademoiselle Marple se sont posés sur la fenêtre, où la pluie traçait de lentes traînées sur la vitre. « Et vous n'êtes pas arrivé à temps ?»« Non. Mon train a eu du retard. Quand je suis arrivé au village, il était presque minuit. Je me suis rendu au cimetière et j'ai vu de la lumière, pensant que c'était elle. Mais il n'y avait que des fleurs et l'odeur des lys. Je suis venu à la grange dans l'espoir de la trouver. Il eut un petit rire désespéré. Et c'est vous que j'ai trouvé à la place. » Mademoiselle Marple le regarda avec une sympathie tranquille, même si son esprit était déjà en train d'évaluer les incohérences de son récit. A-t-elle mentionné qui pourrait la menacer? Il secoua la tête. Seulement que quelqu'un de son passé connaissait la vérité à notre sujet et avait l'intention de s'en servir. Je pensais qu'elle exagérait. Lydia était émotive. « Oui, » murmura mademoiselle Marple. « L'émotion est souvent responsable de ce que la peur a provoqué. » Elle se leva et versa du thé dans une théière qui était froide depuis longtemps, lui offrant une tasse par habitude plutôt que par hospitalité. Il l'accepta avec des mains tremblantes. La lueur des bougies reflétait l'éclat de l'eau sur son manteau, ou était-ce quelque chose de plus sombre?
On frappa à la porte avant qu'aucun des deux ne reprenne la parole. Madame Bantry apparut, enveloppée dans son peignoir, le visage figé entre l'inquiétude et la reconnaissance. « Jane, qu'y a-t-il » Elle s'arrêta net à la vue du visiteur. « Bon sang, Jonathan Hargreaves, vous êtes le neveu. » Il se leva brusquement. « Madame Bantry, oui. Je suis désolé de vous déranger. Je suis venu à cause de Lydia. » Son visage pâlit. « Alors vous savez ?» Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'angoisse. « Seulement qu'elle est partie. Je l'ai aimée autrefois, Dieu m'en soit témoin. Je pensais pouvoir arranger les choses. » Madame Bantry hésita, partagée entre la bienséance et la pitié. « Vous feriez mieux de tout raconter à l'inspecteur. Il devrait revenir d'ici peu. Il y a eu une autre découverte. Ils ont ouvert la lettre scellée de Marchbolt. » Les yeux de mademoiselle Marple clignèrent, mais son ton resta doux. « Vraiment ? Et que contenait-elle » Madame Bantry hésita. « Ils ne le diront pas avant demain matin, mais Cray avait l'air troublé, comme s'il avait trouvé quelque chose qui ne collait pas. » Hargreaves joignit les mains. « Alors je devrais aller le voir maintenant. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Vous ne ferez rien de tel avant d'avoir pris un peu de repos et de vous être réchauffé. Les explications données à la hâte, dans la fatigue, ont tendance à se transformer en aveux, que l'on le veuille ou non. » Il se calma, vaincu. L'horloge sonna minuit. Le son emplit la pièce, creux et précis. Madame Bantry, toujours inquiète, s'excusa. La maison redevint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du bruit incessant de la pluie dehors. Mademoiselle Marple observa attentivement le jeune homme. Son regard était fixé sur le vase de lys. Elle les gardait toujours près d'elle, murmura-t-il. Elle disait qu'il lui rappelait ce qui ne peut être pardonné. Comme c'est poétique, dit doucement mademoiselle Marple. Pourtant, le pardon, comme les fleurs, à sa saison, il se fane s'il est conservé trop longtemps. Il la regarda, perplexe, comme s'il essayait de déterminer si elle voulait le réconforter ou l'accuser. « Vous ne croyez pas qu'elle se soit suicidée, n'est-ce pas ?» Son sourire était faible mais constant. « La croyance, monsieur Hargreaves, est un piètre substitut à l'observation. Ce que je sais, c'est que sa mort, comme ses lys, était beaucoup trop soigneusement arrangée pour être accidentelle. Et l'arrangement, voyez-vous, est l'art de ceux qui ne supportent pas le désordre, en particulier le désordre de la conscience. » Une rafale fit claquer les volets, et la bougie vacilla. Hargreaves se tourna vers le bruit, mais mademoiselle Marple ne bougea pas. Son regard s'était posé sur la cheminée, où une légère trace de cendre scintillait sur les carreaux gris pâle, parsemés de quelque chose de doré, comme le bord d'un ruban brûlé. La faible lueur sur le foyer attira l'attention de mademoiselle Marple de cette manière calme et posée qui précédait souvent ses pensées les plus dangereuses. Elle se pencha légèrement, soulevant le bord d'un mouchoir pour protéger ses doigts, et toucha les fragments friables. Ils s'effritèrent aussitôt, peut-être les restes d'un ruban, d'un or pâle, de la même teinte que celui qui avait lié les lys dans l'église. Derrière elle, Jonathan Hargreaves s'agita nerveusement. « Qu'y a-t-il » ? « Seulement la preuve, » dit doucement mademoiselle Marple, « que quelqu'un range même ses propres détritus. Une habitude qui n'est pas propre à la culpabilité, mais à la peur. » Il fronça les sourcils, perplexe, et elle ne lui donna pas d'autres explications. Le rythme de la pluie contre la fenêtre s'adoucit, et quelque part dans la maison, un escalier grinça. Les pas de madame Bantry, ou peut-être l'écho agité de son anxiété. Monsieur Hargreaves, poursuivit mademoiselle Marple, d'une voix calme comme une berceuse, vous avez dit que la dernière lettre de mademoiselle Crane vous était parvenue il y a 2 semaines. Est-elle arrivée par la poste ? Il acquiesça. Oui, elle a été transmise à mon bureau depuis Londres. Elle ne portait aucune adresse de retour, seulement ses initiales. Alors, celui qui s'est occupé de ses affaires ici devait connaître votre adresse. Curieux, n'est-ce pas,
comment le passé retrouve nos nouvelles adresses même lorsque nous ne les communiquons pas. Il détourna le regard. Vous pensez que quelqu'un d'autre l'a postée? Qu'elle ne l'a pas écrite du tout? Oh, je n'ai pas une telle confiance dans l'honnêteté de la poste moderne, répondit-elle avec un léger sourire. Mais je trouve que lorsqu'une femme veut détruire quelque chose, elle demande rarement à un homme de l'aider à le faire. Nous sommes, dans l'ensemble, plus minutieux. Son ton ne trahissait aucune malveillance, seulement une expérience lasse. Hargreaves ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il n'ait pu répondre, on frappa fermement à la porte. L'inspecteur Cray entra, son manteau luisant de pluie, une enveloppe en cuir sous le bras. « J'espère que je ne dérange pas la tranquillité de votre foyer, » dit-il, bien que ses mots sonnaient creux. « Nous venons de recevoir le colis de March Bolt. J'ai pensé qu'il valait mieux l'ouvrir ici, en bonne compagnie. » Madame Bantry apparut dans l'escalier, une robe de chambre bien serrée autour d'elle. « Vous avez donc trouvé quelque chose ?»« Peut-être. » Cray posa l'enveloppe sur la table. Elle contenait une lettre adressée à mademoiselle Lydia Crane, datée d'1 mois auparavant et signée par un certain Jonathan Hargreaves, décédé. Son regard se posa délibérément sur le jeune homme près de la cheminée. « Pas vous, monsieur, le défunt libraire. Il semble que notre mademoiselle Crane ait correspondu avec le vieux Hargreaves jusqu'à sa mort. C'est un vrai casse-tête. » Jonathan se leva brusquement. « C'est impossible. Mon oncle est mort avant que je la rencontre. Ce qui rend les choses encore plus intéressantes, » dit Cray d'un ton sec. Il n'y a aucune mention de date dans le contenu, seulement une sorte d'adieu. Il a écrit qu'elle avait mérité son pardon par ses souffrances et que le registre de sa dette était clos. Madame Bantry frissonna. « Pardon? Registre? Cela semble tellement commercial. » Les doigts de mademoiselle Marple reposaient légèrement sur le bord de la table. « Le pardon est une monnaie à part entière, inspecteur, et les registres ont tendance à survivre à leurs propriétaires. » Cray acquiesça d'un air sombre. « Nous avons vérifié les registres successoraux de March Bolt. Le vieux Hargreaves a laissé un testament, rien de remarquable à part un legs scellé à une femme dont le nom n'est pas mentionné. La clause a été signée en présence de témoins, mais le nom a été effacé après sa mort. L'écriture qu'il a rayée correspond à celle de Lydia Crane. » Madame Bantry eut le souffle coupé. Jonathan pâlit. « Vous pensez qu'elle l'a modifiée ?» Cray haussa les sourcils. « Soit cela, soit on lui a fait croire qu'elle l'avait fait. Une distinction délicate, mais dont la loi aime débattre. » Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur les lys. Leur blancheur brillait dans la pièce sombre comme de petits actes de déni. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « avez-vous remarqué à quelle vitesse leurs bords brunissent, même dans l'eau? Ils semblent purs, mais se fanent presque dès qu'ils sont coupés. Un rappel peut-être que la beauté ne peut survivre à la tromperie. » Cray semblait légèrement exaspéré. « Vous pensez que tout cela est lié à ces fleurs? »« Oh oui, » dit-elle, « mais pas en tant qu'ornement. Le symbolisme a tendance à trahir la main qu'il choisit. » Hargreaves, toujours debout, fit un pas en avant. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un l'a tué à cause d'un testament? Qu'elle était au courant de cette clause? » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Je dis qu'elle essayait peut-être de réparer une erreur passée, une erreur qui n'était ni entièrement la sienne, ni entièrement la vôtre. Dans des villages comme le nôtre, Monsieur Hargreaves, la culpabilité était rarement solitaire. Le vent soufflait contre les vitres, et pendant un instant, tous les sons semblèrent absorbés par les soupirs de la maison elle-même. Cray rompit le silence le premier. « Nous aurons besoin de vous deux au poste demain pour vos dépositions. Personne ne partira avant. » Il rassembla ses papiers et se dirigea vers la porte. Mademoiselle Marple le suivit dans le couloir. La lumière du gaz projetait une longue ombre sur le mur. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « puis-je vous suggérer de demander à la femme du vicaire qui a commandé des lys frais hier matin? »
Vous trouverez le registre du fleuriste très instructif. Cray la regarda d'un air soupçonneux. « Vous insinuez quelque chose. Seulement la nature humaine, répondit-elle. Les gens qui cherchent à dissimuler leurs péchés se tournent souvent vers des symboles de pureté. Cela se termine rarement bien. » Quand elle revint dans le salon, Hargreaves était parti. La porte d'entrée était entr'ouverte. La pluie s'engouffrait faiblement par l'interstice. Sur la cheminée, l'un des lys était tombé du vase, ses pétales écrasés contre le foyer à côté. Une empreinte de pas humide brillait sur les carreaux. Mademoiselle Marple se pencha pour regarder de plus près. L'empreinte était étroite, indubitablement féminine, son bord maculé de cendres. À l'étage, une planche craqua. Le grincement se reproduisit, hésitant, comme si quelqu'un changeait de position sur le palier au-dessus. Mademoiselle Marple se redressa, tenant fermement sa bougie, et se dirigea vers l'escalier avec un calme délibéré. L'empreinte humide sur le foyer n'était pas celle de Jonathan. Sa taille trahissait un pied plus petit et plus léger. Pourtant, elle ne ressentait aucune crainte, seulement ce calme profond et observateur qui l'envahissait toujours lorsque le schéma d'une chose commençait à se dessiner. En haut de l'escalier, l'air était imprégné d'une légère odeur de poudre et de lin, et d'un parfum plus sucré en dessous, celui des lys, encore une fois, bien qu'il n'y en ait aucun en vue. Une porte était légèrement entr'ouverte. Mademoiselle Marple la poussa doucement. La chambre d'amis de Lydia Crane était faiblement éclairée par la lueur mourante d'une lampe de chevet. Madame Bantry se tenait à côté du bureau, le visage pâle, le regard instable. « Oh, Jane !» commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'arrivais pas à dormir, j'ai cru entendre des voix. Et puis je suis venue chercher sa Bible, celle qu'elle a laissée ici. » Le regard de Miss Marple suivit sa main qui désignait le bureau. Le tiroir était ouvert, des papiers jonchant la surface. Parmi eux se trouvait une petite enveloppe, non scellée et vide, dont la cire cramoisie était encore humide sur les bords. « Tu as encore brûlé des choses, Dolly, » dit-elle doucement. « Et pas, je pense, par piété. » Madame Bantry perdit son sang-froid. Ce n'était pas à moi de la garder. L'inspecteur a dit qu'il reviendrait demain matin, et je ne pouvais pas supporter l'idée de ce qu'il pourrait trouver. La lettre venait de l'oncle de Jonathan, l'aîné. Elle parlait d'argent, d'un acte signé il y a longtemps. Et Lydia avait écrit au bas de la page au crayon. « Il ne m'a jamais pardonné, et il ne le devrait pas. » J'ai pensé qu'il valait mieux épargner à tout le monde un nouveau scandale. Mademoiselle Marple soupira doucement. « Ah, ma chère, le monde est toujours épargné de ce qu'il a le plus besoin de comprendre. Mais brûler la vérité n'en supprime pas l'odeur, cela la rend simplement âcre. » Madame Bantry s'effondra dans le fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. « Qu'ai-je fait ? Quelque chose de très anglais, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Vous avez confondu miséricorde et dissimulation. Vous pensiez protéger une réputation, alors qu'en réalité, vous préserviez un mensonge. » Un léger bruit les interrompit, le clic sourd du loquet en bas. Mademoiselle Marple tourna brusquement la tête. Quelqu'un a quitté la maison. Elles se dirigèrent vers la fenêtre. La pluie s'était transformée en bruine, et les lampadaires de l'autre côté du parc brillaient faiblement à travers. Une silhouette vêtue d'un manteau sombre se dépêchait dans la ruelle en direction du cimetière. Sa silhouette indéniablement masculine. Jonathan Hargreaves. « Il ne doit pas y aller seul, » murmura mademoiselle Marple. « La culpabilité est une compagne dangereuse après minuit. » Sans attendre de protestation, elle prit son châle et descendit les escaliers. Madame Bantry la suivit à distance, sa lanterne se balançant faiblement dans sa main. L'air nocturne était froid et humide. La route brillait comme de l'huile sous la lumière des lampadaires. Elles suivirent le chemin qui passait devant l'église et descendait vers le canal.
Lorsqu'elles atteignirent le chemin de halage, le brouillard s'était épaissi et s'enroulait bas au-dessus de l'eau. Jonathan se tenait près de la rive, leur tournant le dos, fixant les roseaux où le corps de Lydia avait été retrouvé. Il semblait parler non pas à elle, mais à l'obscurité. Elle disait que cela finirait ici, murmura-t-il, que cela avait commencé et finirait au bord de l'eau. Mais je ne la croyais pas. Je pensais qu'elle voulait de la pitié. Je pensais... Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'elle avait gardé les lettres, ni le testament, ni que mon oncle avait... Qu'avait quoi, monsieur Hargreaves? Il se retourna brusquement, surpris par la voix de mademoiselle Marple. « Vous ne devriez pas être ici. Au contraire, dit-elle en s'approchant, marchant prudemment sur le sol humide. La vérité n'aime pas la solitude. Elle s'y noie souvent. Il rit amèrement. Vous pensez que je suis capable de la tuer? Je pense que vous êtes capable de remords, répondit-elle. Les deux sont souvent confondus. Il regarda derrière elle, vers madame Bantry, qui se tenait immobile près du portail. Cela ne devait pas se passer ainsi. La succession de mon oncle, la clause, l'argent n'était pas pour elle, c'était pour sa mère. Lydia ne l'a appris que récemment. Elle pensait qu'il les avait trompées toutes les deux. Elle est venue me voir parce qu'elle croyait que j'avais aidé à étouffer l'affaire. Et l'avez-vous fait? Il hésita, puis acquiesça d'un signe de tête. J'étais jeune, j'avais peur du scandale. Je voulais à tout prix préserver la réputation de la famille. Mon oncle voulait étouffer l'affaire. Il s'est assuré que le nom sur le testament soit effacé avant de signer. Lydia a trouvé une copie du registre. Elle a dit qu'elle allait le confronter, mais il est mort avant qu'elle puisse le faire. Je pensais que c'était terminé, jusqu'à ce qu'elle m'écrive à nouveau. L'expression de mademoiselle Marple était presque tendre. Et quand elle est venue ici, quelqu'un d'autre a réalisé qu'elle en savait trop. Il secoua la tête. Je jure que je ne l'ai jamais touchée. Je l'aimais toujours, à ma manière. Oui, dit mademoiselle Marple, et l'amour aussi peut mettre de l'ordre dans ce qu'il trouve en désordre, tout comme la peur. Un bruit perça le brouillard, des pas légers derrière eux, rapides et délibérés. L'inspecteur Cray émergea de l'ombre, sa lanterne traçant un chemin dans la brume. « Monsieur Hargreaves, appela-t-il, veuillez me suivre. Nous avons retracé la commande passée hier matin par le fleuriste depuis le téléphone de Grange, sous votre nom. » Jonathan écarquilla les yeux. « C'est absurde. Je n'ai jamais. » Mais mademoiselle Marple l'observait attentivement. Sa protestation fut un peu trop précipitée, comme si son instinct avait pris le pas sur sa raison. « Vous ne les avez pas commandés, » dit-elle calmement. « Mais vous saviez peut-être qui l'avait fait. Quelqu'un qui avait à la fois un mobile et un accès. » Madame Bantry eut un petit hoquet de surprise. « Jane, vous ne voulez pas dire ?»« Pas vous, ma chère, » dit mademoiselle Marple. « Mais quelqu'un de très proche de vous? Quelqu'un qui sait que les lys, une fois coupées, ne durent pas et qui voulait s'assurer qu'au moins un bouquet durerait. » Cray fronça les sourcils. « Vous insinuez que... » « Chut, dit mademoiselle Marple. « Ne gâchons pas la révélation avec des mots avant qu'elle ne soit prête. La vérité, comme les fleurs, s'épanouit en son temps. » Elle tourna son regard vers l'église, où la faible lueur de la lampe de la sacristie brillait à travers la brume. Une ombre passa brièvement devant elle, la silhouette d'une femme, mince et posée, portant quelque chose de long et de pâle dans ses bras. Le mouvement près de l'église attira tous les regards vers le haut. À travers le voile de brume, la faible lumière de la sacristie révéla la silhouette d'une femme glissant dans l'allée étroite. Elle portait ce qui semblait d'abord être un paquet de tissus, mais qui, sous le faisceau vacillant de la lanterne, se révéla être un bouquet de lys d'une blancheur impossible dans la pénombre. Cette vision avait quelque chose de tendre et d'effrayant à la fois, comme une bénédiction donnée trop tard. La voix de l'inspecteur Cray
rompit le silence. « Restez ici », ordonna-t-il, avant de commencer à gravir le chemin menant à l'église. Mais mademoiselle Marple le suivait déjà, d'un pas mesuré, sans se presser, son parapluie tapotant légèrement les pierres. Madame Bantry serra son châle et se mit à leur suite, bien qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. À l'intérieur de la petite église, l'air était humide et froid, chargé de la douceur des fleurs qui n'avaient pas le droit de fleurir à minuit. La femme, près de l'autel, se retourna au bruit des pas. C'était Madame Price Ridley. Son visage était tiré, ses mains gantées serraient encore les lys, comme si elle craignait qu'ils ne se désagrègent, si elle les lâchait. « J'ai pensé, dit-elle d'une voix tremblante, entre défi et hystérie, que quelqu'un devait les remettre en place. Cette pauvre fille méritait un peu de décence. Vous avez tous parlé d'elle, déformé les faits, la faisant passer pour une méchante. Elle n'était pas méchante, seulement stupide. Je connaissais sa mère. Je devais remettre les choses en ordre. » L'inspecteur Cray s'arrêta devant la balustrade du chœur. « On vous a vu commander ces fleurs en son nom, dit-il. Pourquoi ne pas simplement l'admettre ?» Elle regarda tour à tour l'inspecteur et mademoiselle Marple, son sang-froid vacillant. Parce que c'était un geste de gentillesse. Les lys étaient toujours les siens. Elle les apportait tous les dimanches. Je pensais que cela réconforterait son âme. Mademoiselle Marple s'avança d'une voix douce mais pénétrante. Et pourtant, ma chère Madame Price Ridley, le réconfort est rarement envoyé de manière anonyme. Vous avez signé le registre du fleuriste sous un autre nom, Jonathan Hargreaves. Pourquoi l'avoir choisi? Les mains de la femme tremblaient. Parce que j'ai trouvé sa lettre parmi ses affaires. Il disait qu'il lui pardonnait. J'ai pensé que si cela venait de lui, les gens cesseraient de colporter des ragots. Ils penseraient qu'il tenait toujours à elle, ou qu'il était toujours en vie, dit Miss Marple doucement. Les lèvres de Madame Price Ridley s'entr'ouvrirent pour protester, mais le son qui en sortit n'était pas un démenti. C'était le sanglot étouffé et faible de quelqu'un acculé par sa propre droiture. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-elle. « Sa mère était ma cousine. La honte de Lydia était aussi la mienne. Quand elle est venue me voir après sa mort pour me demander de l'aide, j'ai refusé. Je pensais préserver la réputation de la famille. Elle est partie le lendemain matin. Quand j'ai appris sa mort, j'ai voulu... Oh, je ne sais pas ce que j'ai voulu. Juste faire en sorte que cela semble moins sordide. » La voix de Cray se durcit. « Vous admettez donc avoir été aux Granges hier soir. Vous l'avez suivi. » Madame Price Ridley secoua violemment la tête. « Non, je jure que je ne l'ai pas tuée. Je ne suis parti qu'après avoir vu la lumière depuis ma fenêtre. Je pensais qu'elle était avec quelqu'un. Quand je suis arrivé au canal, elle était déjà là. Elle s'est arrêtée, serrant les lys contre sa poitrine. J'ai essayé de la tirer hors de l'eau. Je n'ai pas pu. Ils ont glissé de ses bras et j'en ai attrapé un. C'est tout ce dont je me souviens. » Le silence qui suivit fut long et délicat, comme si le moindre bruit risquait de briser la surface de quelque chose de fragile. Mademoiselle Marple la regarda fixement. « C'est donc la pitié qui vous a amené ici ce soir. Mais la pitié, comme les lys, se fane rapidement lorsqu'elle sert à dissimuler la culpabilité. Je crois que vous vouliez enterrer plus que des fleurs, ma chère. » Les yeux de Madame Price Ridley se posèrent sur l'autel, où l'enveloppe scellée à la cire avait autrefois reposé. « Elle allait tout raconter, » murmura-t-elle. « À propos du testament, à propos de l'argent. Elle dit qu'elle me nommerait et que j'avais persuadé sa mère de signer les papiers. C'était il y a des années, avant la guerre. Je voulais seulement nous protéger toutes les deux. L'homme des Hargreaves m'a donné 50 livres pour que je me taise. Je pensais que c'était fini. » Cray serra les mâchoires. « Vous l'avez donc rencontrée près du canal. » Des larmes coulaient sur ses joues. Elle pleurait. J'ai essayé de m'expliquer. Elle s'est éloignée,
disant qu'elle préférait se noyer plutôt que de vivre avec des menteurs. Je jure que je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée. Je voulais l'aider, mais sa voix s'est brisée en un murmure sec. L'eau était trop sombre. Madame Bantry poussa un faible halètement. Mademoiselle Marple posa une main sur son bras pour la stabiliser. « La vérité, dit-elle doucement, reste rarement enfouie, même sous l'eau, et les lys, aussi blancs qu'en soient-ils, ne peuvent flotter éternellement. » L'inspecteur Cray s'avança et prit doucement la femme par le coude. « Vous allez venir avec moi, Madame Price Ridley. Il vaut mieux avouer tout maintenant. » Elle le laissa la guider dans l'allée. Ses pas petits, mécaniques, comme si elle était déjà à moitié sortie du monde des vivants. Les lys tombèrent de ses mains, se dispersant sur le carrelage froid comme des prières tombées. Une fois qu'ils furent partis, l'église retomba dans le silence. Mademoiselle Marple resta près de l'autel, étudiant les vases que Lydia avait autrefois disposés. « Quelle symétrie !» murmura-t-elle. « Et pourtant, il y a toujours une fleur de trop. » Elle avait dû le remarquer, la pauvre enfant. Il y en a toujours une de trop dans chaque composition. Quelque chose qui n'a pas sa place, qui rompt l'équilibre. Madame Bantry, pâle et en larmes, regarda son amie. « Tu le savais, n'est-ce pas, Jane? Tu savais que ce n'était pas un meurtre passionnel. »« Je m'en doutais, » dit mademoiselle Marple. Cela sentait le renversement de la décence, le genre de tragédie née de la respectabilité, ordonnée, charitable et impitoyable. Elles se retournèrent pour partir. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les vitraux, baignant les lys d'une fine lumière dorée et froide. Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte et se retourna une fois comme pour écouter le moindre bruit. Derrière l'autel, une goutte d'eau tomba d'un pétale sur la pierre en dessous. Elle frappa comme un battement de cœur. La goutte résonna faiblement dans le silence, et pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. Puis mademoiselle Marple se détourna de l'autel, le visage impassible, et se dirigea vers la porte où la lumière froide de l'aube se glissait sur les dalles. Dehors, la brume s'éclaircissait, se dégageant des haies, comme un esprit fatigué libéré. La cloche de l'église, silencieuse depuis longtemps après la cérémonie commémorative, émit un léger grincement dans le vent, comme si elle hésitait à sonner à nouveau. L'inspecteur Cray se tenait près du portail, son chapeau rabattu sur les yeux, le visage marqué par la fatigue d'un homme qui avait vu trop de tragédies silencieuses. Madame Price Ridley était assise dans la voiture du policier, la tête baissée, ses gants soigneusement pliés sur ses genoux, l'image même du calme, à l'exception du léger tremblement de ses lèvres. Mademoiselle Marple s'approcha d'un pas délibéré, presque tendre, comme quelqu'un qui vient bénir plutôt qu'accuser. « Sera-t-elle inculpée ?» demanda-t-elle doucement. Cray se frotta le menton. Difficile à dire. Elle sera certainement détenue, mais son récit correspond en grande partie aux preuves. L'autopsie révèle la présence d'eau dans les poumons, ce qui correspond à une noyade. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'une panique après une dispute, il s'interrompit. « Je suppose que les tribunaux régleront cela comme ils le font toujours. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Ils sont très doués pour régler les affaires. Presque autant que les coupables. » Cray la regarda d'un air interrogateur. « Vous n'êtes pas satisfaite. Je suis rarement satisfaite des apparences, inspecteur. Elles s'estompent trop vite. » Elle regarda vers l'horizon, où une faible bande dorée perçait les nuages. Madame Price Ridley a avoué avoir participé au pot de vin, à la dispute, à la panique. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas pris en compte. Qu'est-ce donc ? Les lys, répondit simplement mademoiselle Marple. Elle n'avait pas le droit de les commander. Cray fronça les sourcils. Elle a admis avoir passé la commande en utilisant le nom de son neveu. Oui, dit mademoiselle Marple, mais la facture a été payée avant que la commande ne soit passée. Quelqu'un a anticipé son acte de contrition.
Ce genre de prévoyance appartient à quelqu'un de tout à fait différent. Cray se raidit. Vous pensez qu'il y a une autre main dans tout ça? Oh, je pense qu'il y a toujours une autre main, murmura-t-elle. Seulement, parfois, elle porte des gants. Madame Bantry les rejoignit alors, pâle et épuisée, la voix basse. Jane, on dirait que tu es toujours préoccupée par quelque chose d'horrible. C'est sûrement fini maintenant. Pauvre Lydia, pauvre Madame Price Ridley. Le reste n'est que chagrin, pas mystère. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Le chagrin et le mystère sont souvent cousins, Dolly. L'un cache l'autre en bonne compagnie. Elles marchèrent ensemble dans la ruelle, passant devant le green désormais parsemé de banderoles humides. Le village s'éveillait, les rideaux bougeaient, les bouilloires commençaient à siffler. Le bourdonnement familier de la vie ordinaire reprenait ses droits. Pourtant, derrière chaque store baissé, Mademoiselle Marple le savait. Les commérages refaisaient déjà surface. Arrivée à sa porte, elle s'arrêta. « Dolly, j'aimerais vous emprunter votre jardinier pendant 1 heure. Il y a quelque chose dans votre cendrier que je préférerais examiner avant que l'inspecteur ne le fasse. » Madame Bantry cligna des yeux. « Mon cendrier? Bon sang, Jane, mais pourquoi donc? Pour voir à quelle température il brûle, ma chère. La chaleur indique l'heure aussi clairement qu'une horloge. » Une demi-heure plus tard, le jardinier, un homme affable habitué aux demandes particulières de Mademoiselle Marple, se tenait à ses côtés tandis qu'elle fouillait dans le monticule gris en train de refroidir à l'arrière du grange. Elle utilisait un bâton avec délicatesse, comme une femme retournant la terre au printemps. En quelques minutes, elle avait mis au jour un morceau de papier noirci, rigidifié par la chaleur. Les bords étaient recourbés vers l'intérieur, mais au centre, à peine visible, figuraient les mots « Grand livre comptable, Hargreaves Sons ». « Ah !» murmura-t-elle. Le passé avait donc été conservé plus longtemps que quiconque ne l'avait supposé. Elle apporta le fragment à l'inspecteur, qui l'examina en grognant. À première vue, il s'agissait d'une partie des anciens registres du domaine. Quelqu'un voulait s'en débarrasser pour de bon. « Je vais faire envoyer le reste des cendres au poste. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, mais je doute que vous trouviez grand-chose. Le feu est un excellent serviteur, mais un témoin peu fiable. » Plus tard dans la matinée, lorsque le brouillard se fut complètement dissipé et que la cloche de l'église sonna enfin pour les prières du matin, Mademoiselle Marple s'assit près de la fenêtre de son salon, son tricot plié à côté d'elle. La rue du village brillait au soleil, toute innocence retrouvée. Jonathan Hargreaves se tenait devant son portail, chapeau à la main, l'air d'un homme qui ne savait pas s'il était le bienvenu. « Entrez, monsieur Hargreaves, » dit-elle avant qu'il n'ait le temps de parler. « On dirait que vous avez été à la fois jugé et gracié. » Il esquissa un faible sourire. « Ils m'ont libéré, grâce à votre intervention. Je ne vous ai pas remercié comme il se doit. Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle. « La vérité se remercie elle-même lorsqu'elle est découverte. » Il hésita, puis entra. C'est étrange. Tout ce temps, je pensais la protéger. Mais elle m'avait déjà pardonné. Ce n'était pas moi qu'elle craignait, c'étaient eux, ceux qui profitèrent de son silence. Mademoiselle Marple servit le thé. « Vous n'êtes pas le premier homme à confondre culpabilité et amour, monsieur Hargreaves. Et vous ne serez pas le dernier. » Il leva les yeux, surpris. « Vous croyez donc que Madame Price Ridley est innocente? Dans son cœur, oui. Dans ses actes, moins. Elle n'a peut-être pas poussé Lydia, mais elle a fait de l'eau sa complice en restant immobile trop longtemps. » Il baissa la tête. « Alors, il n'y a plus personne à blâmer. »« Oh, il y a toujours quelqu'un à blâmer, » dit Mademoiselle Marple doucement. Le blâme erre jusqu'à ce qu'il trouve la conscience la plus faible sur laquelle s'installer. Un long silence s'ensuivit. Dehors, une charrette passa en brinque-ballant, ses roues cliquetant joyeusement sur les pavés. Le monde, comme toujours,
continuait de tourner. Quand il partit, mademoiselle Marple resta près de la fenêtre, contemplant le clocher de l'église qui se détachait pâle contre le ciel. La femme du vicaire passa sur le chemin, s'arrêtant pour la saluer avec ce sourire fixe et éclatant de ceux qui gardent mieux les secrets des autres que les leurs. Mademoiselle Marple lui rendit son sourire aimablement, mais la regarda s'éloigner avec une légère tristesse complice. Le soir venu, on apprit que Madame Price Ridley était tombée malade dans sa cellule. Pas gravement, mais suffisamment pour l'empêcher de se présenter au tribunal. Le médecin lui avait prescrit du repos et l'absence d'anxiété. Mademoiselle Marple se contenta de secouer la tête. « L'absence d'anxiété, murmura-t-elle, est rarement accordée à ceux qui ont essayé de rendre la vie plus ordonnée qu'elle ne l'est. » Cette nuit-là, elle plaça un seul lys dans un petit verre près de son lit. C'était l'un des lys de Lydia, ramassés sur le sol de l'église. La tige était courbée, les pétales abîmés, mais la fleur dégageait son parfum avec une pureté obstinée. Elle la regarda jusqu'à ce que le sommeil la gagne. Dans la faible lumière crépusculaire, avant l'aube, la fleur se fanèrent, son blanc s'estompant dans l'ombre, un abandon tranquille qui n'avait plus rien de tragique, mais qui était seulement synonyme de repos.